Amis de l'histoire du roman historique, bonjour. Donc deuxième épisode sur le XIIIe siècle. On va attaquer avec... Tiens, on va lire un petit poème de Rudebeuf, parce que Rudebeuf est un personnage dans ce roman La Chambre des Dames de Jeanne Bourrin, hein, qui sera donc l'illustration dans le troisième épisode, hein, pour illustrer sur un livre de roman historique. Jeanne Bourrin, le deuxième c'était le jeu de la tentation, hein, je vous rappelle. Et donc là on se base cette fois-ci sur un dictionnaire sur le Moyen-Âge, hein, de Jean Favier, dictionnaire de la France médiévale. Donc il est là en fait, hein, pour de... ça c'est que le carton, hein, l'emballage. Voilà, donc on va parler de Rudebeuf, pauvre Rudebeuf. Que sont mes amis devenus que j'avais de si près tenus et tant aimés? Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés, l'amour est morte. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, les emporta. Avec le temps, qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille qui n'aille à terre, avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre au temps d'hiver, ne convient pas que vous raconte comment je me suis mis à honte, en quelle manière. Que sont mes amis devenus que j'avais de si près tenus et tant aimés? Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés, l'amour est morte. Le mal ne sait pas seul venir, tout ce qui m'avait à venir m'est avenu. Pauvre sens et pauvre mémoire, m'a Dieu donné le roi de gloire, et pauvre rente, et droit au cul, quand bise vente, le vent me vient, le vent m'évente, l'amour est morte. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, les emporta. L'espérance de demain, de lendemain, ce sont mes fêtes. Voilà donc pauvre Rudebeuf qui est évoqué donc, dans le roman de Jeanne Bourrin. Donc on va aller d'ailleurs à l'article Rudebeuf, page 840, donc dans le livre Le dictionnaire de la France médiévale de Jean Favier. Donc page 840. 840. Page 840. Rudebeuf. Vers 1285, peut-être originaire de Champagne, il étudie à Paris et y demeure, sans doute lié à l'université par quelque emploi. Poète pratiquement inconnu en son temps, il ne connaîtra la notoriété qu'à l'époque moderne. Il prend part aux querelles qui agitent le monde universitaire au milieu du XIIIe siècle. Ami et partisan de Guillaume de Saint-Amour, il suit celui-ci dans le combat qui l'amène avec les maîtres séculiers contre les ordres mendiants qu'il pourfend en les taxant d'ambition et d'hypocrisie, complainte de Guillaume de Saint-Amour. Il rêve d'une véritable croisade, complainte d'outre-mer. Il dénigre donc sévèrement Saint-Louis et ses initiatives malheureuses, les ordres de Paris, aussi bien que, de manière générale, son parti pris en faveur des ordres mendiants. Il dénonce avec une certaine violence verbale les comportements des grands et du clergé. Roman allégorique et satire sociale, Renard le Bétourné appartient à cette génération qui fait de Renard un personnage hypocrite plus qu'audacieux. Il laisse aussi de nombreux poèmes assez conventionnels dans la forme comme dans l'inspiration, mais dont la délicatesse contraste parfois avec la vigueur des œuvres polémiques. Voilà, donc ça permet de bien le situer dans cette époque, dans le XIIIe siècle, le poète. Alors, il a eu ses heures de gloire aussi au XXe siècle, hein, parce qu'il a été chanté par des troubadours modernes de l'époque, même John Best, tiens. Voilà donc pour Rudebeuf. Ensuite, on va à la page 774 pour les ponts. Alors, les ponts, c'est un élément important à l'époque. On parlait d'une rive à l'autre, hein, d'un fleuve, bien naturellement. Et puis, c'était des œuvres d'art complexes à élever à cette époque, hein, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors, on avait dit page 774. 774. 774.
774. Alors, je vais y arriver. Alors, les ponts du Moyen-Âge sont le plus souvent de bois, parfois sur des piles de pierre portant un tablier de bois. Les ponts entièrement maçonnés sont rares avant le XIVe siècle, même si ce sont les ponts de pierre qui ont parfois subsisté. Bien naturellement, hein. C'est le plus simple. L'entretien des ponts est assuré par le seigneur ou par la communauté d'habitants, moyennant un droit de passage ou péage perçu sur les personnes et les marchandises. Dans les villes, les ponts sont normalement maisonnés, il y a des maisons dessus, hein, avec des boutiques fort recherchées pour leur emplacement avantageux en des points de passage obligés de la circulation urbaine. Des moulins sont souvent établis entre les piles, moulins suspendus ou moulins bateaux, ceci étant d'une installation plus économique, mais représentant un réel danger pour le pont qu'il ne cesse de heurter. Le revenu des moulins, normalement affermés, finance en bonne partie, avec le revenu des pêcheries, l'entretien du pont. La position de ville-pont est à ce point caractéristique que bien des villes de la sorte font figurer le pont sur leur sceau. Ainsi Avignon, Cahors, Lyon, Pontoise, Villefranche de Rouergue. On se souvient du pont Valentré à Cahors. La construction d'un pont est tenue pour œuvre de bienfaisance, voire pour une simple charité à l'égard des voyageurs et pèlerins. Des légendes se greffent souvent sur l'histoire de leur construction, réputée miraculeuse, ainsi à Avignon ou à Pont Saint-Esprit. Donc visitez la France, vous verrez des ponts de cette époque, à Cahors, à Avignon, à Pont Saint-Esprit, etc. Donc c'est vraiment très marquant de la constitution de ces villes et de leur capacité à subsister économiquement, quoi. Voilà. Notamment par le péage. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai sélectionné pour vous? C'était Paris. Voilà. Donc, parce que ce roman-là se déroule à Paris. Page 722. Page 722. Donc, ce que je vous dis, c'est la recherche d'éléments par de courts passages avec des mots-clés. Alors, ensuite, on prend un terme, on va le rechercher à nouveau dans le dictionnaire, et puis ensuite, on peut trouver, je ne sais pas si on parlait de Saint-Louis la dernière fois, on peut lire un livre sur Saint-Louis ensuite pour approfondir le sujet, pour apporter de la couleur à un roman tel que celui-ci. Alors, j'avais dit page 722. Page 722. 722, donc là on sépare. Donc j'ai pris qu'un petit passage, hein, parce que c'est un gros article, hein, bien naturellement, hein, sur Paris, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, surtout sur l'ensemble du Moyen-Âge. Voilà. La position de carrefour qui caractérise Paris détermine les grands traits de topographie. Il y a d'ailleurs des ponts, hein, bien sûr, par exemple. Un franchissement du fleuve, hein, à travers l'île principale, une croisée des circulations terrestres, nord-sud et ouest-est. Mais la grande rue de la rive droite qui l'amorce de la route de Flandre et aboutit au grand pont, hein, ou pont au change, comme on disait, la rue Saint-Denis n'est pas dans la prolongation de la grande rue de la rive gauche, qui est l'amorce de la rue d'Orléans et de Bourgogne, et qui aboutit au petit pont, la rue Saint-Jacques. Il en résulte une brisure de l'axe nord-sud et un difficile cheminement par le moyen de plusieurs petites rues transversales de la cité ou de la rive droite. C'est pour améliorer ce cheminement que dans les années 1165, où commencent les travaux de la nouvelle cathédrale, l'évêque Maurice de Sully fait percer la rue Neuve Notre-Dame. De surcroît, l'axe nord-sud ne croise pas une grande rue est-ouest que Paris n'aura jamais avant Haussmann, sous Napoléon III.
Mais le Paris gallo-romain n'avait pas d'écumanus perpendiculaire au cardo, mais un lacis de rues étroites, plus ou moins bien raccordées aux rues Saint-Honoré et Saint-Antoine, c'est-à-dire aux routes de Normandie et de Champagne. Cette croisée de Paris morcelée est elle-même mal raccordée aux centres d'activité que sont le palais de la Cité, les halles et les ports et places de grève. Paris est donc, dès le XIIIe siècle, en proie aux encombrements et aux circulations difficiles. Voilà, donc ce sera décrit dans le roman, par exemple. La construction de nouveaux ponts améliore quelque peu les choses à la fin du Moyen Âge. Jusqu'au XIVe siècle, Paris n'a toujours que 2 ponts. Ces ponts de bois lourdement maisonnés, 140 maisons et 112 boutiques sur le grand pont, et encore alourdis par les moulins, sont parfois emportés par les crues et les débâcles. Le petit pont est emporté en 1393, au XIVe siècle, et la ville est coupée en deux en janvier 1408 par l'effondrement de 2 ponts sur le petit bras. Il faudra attendre la crue de 1499 pour que le pont Notre-Dame soit enfin reconstruit en pierre. C'est en 1379 que l'on entreprend de doubler le petit pont et de relier la cité à la rive gauche par un pont de pierre. Le pont Saint-Michel, face aux rues de la Harpe et Saint-André-des-Arts. Emporté par une crue en 1408, ce pont est reconstruit. Sur le grand bras de la Seine, en amont du grand pont, une passerelle de la planche Mibray, aménagée sur l'emplacement de l'ancien pont romain, supporte un moulin et sert de ponton à des pêcheurs. Mais elle ne relie pas la cité à la rue Saint-Martin. Ainsi privé de son rôle antique, l'axe nord-sud de la rive droite dans le prolongement de la rue Saint-Jacques. Elle est un temps prolongée jusqu'à Lille, puis remplacée à partir de 1413 par le véritable pont, le pont Notre-Dame. Enfin, des bateleurs assurent le passage des personnes et des marchandises entre le Louvre et la rue de Nesle, la tour de Nesle. La multiplication des franchissements ne doit cependant pas faire illusion. Les ponts sont des lieux de rencontre et d'activités artisanales et commerciales. Ils demeurent donc fort encombrés. Quant à la circulation fluviale, elle est générée par les moulins et les pêcheries établies dans les arches latérales. L'urbanisme fait des progrès au XIIIe et XIVe siècle. Les rues de la Croisée de Paris, sur la rive droite, sont pavées aux frais de la municipalité. De même, dégage-t-on périodiquement la chaussée des immondices que les habitants déposent trop facilement devant leurs portes. On les entasse alors hors de l'enceinte. Des égouts sont aménagés. 3 aqueducs conduisent de l'eau potable de Belleville et du Pré Saint-Gervais vers les 6 fontaines publiques aménagées entre 1182 et 1400. Saint-Avoie, Innocent, Mauboué, les Halles, Saint-Julien et Saint-Leu, qui ajoutent leurs ressources à celles des innombrables puits généralement privés. À la fin du XVe siècle, on comptera 17 fontaines. Voilà, donc ça donne un certain nombre d'éléments intéressants. Il y a même des plans de Paris, etc. Donc ce sont des sources qui sont riches quand même. Il y a beaucoup d'illustrations, donc ça donne une bonne idée de ce qu'on peut imaginer ensuite en romance, quoi. Voilà. Ensuite, je vous ai trouvé donc page 274, les ciboires. Ah oui, l'arbre sacré est important au Moyen-Âge. 274. 274. 274. Les ciboires. 274. Voilà, donc une multiplication de thèmes possibles. Donc je vous en donne quelques-unes avant qu'on attaque la semaine prochaine le roman lui-même. Ciborium, en latin, dès construit au-dessus de l'autel. Il supporte normalement un plateau à chaînettes, sur lequel prend place la réserve
contenant les hosties consacrées et conservées d'une messe à l'autre pour la communion des fidèles. Il devient exceptionnel au 8e siècle et disparaît complètement au 14e. La réserve eucharistique est alors conservée dans un tabernacle suspendu à une crosse, à côté de l'autel, puis dans un tabernacle édifié à côté de l'autel au XIIe siècle, et enfin sur celui-ci au XVIe siècle. Voilà, donc si vous allez à Conques, par exemple, en Auvergne, vous verrez des ciboires en or, en argent, et donc ça évoquera bien le Moyen-Âge. En plus, l'église elle-même romane est magnifique, il y a le trésor, il y a la Vierge dorée, enfin, c'est vraiment très évocateur du Moyen-Âge. Voilà, donc là on a fait donc, un petit épisode court hein, pour donner d'autres éléments qui pourraient être... J'aurais pu en trouver d'autres, hein, parce que c'est un ouvrage très riche, avec beaucoup d'illustrations, comme je vous disais. Hein. Il y en a même en couleur. C'est bon en couleur comme ça. Voilà. Et enfin, c'est thème par thème. Vous voyez. Donc ça, je vous parlais de l'abbaye de Conques. Voilà, c'est donc la statuaire de Sainte-Foy, voilà, qui est ici à Conques, hein, sur ma droite là. Voilà. Et puis plein d'autres illustrations. Donc c'est le genre d'ouvrage qui donne vraiment de bonnes idées sur la période, quoi. Voilà, donc la prochaine fois, le vendredi prochain, quoi, donc on ira les passages de la Chambre des Dames, hein, la Chambre des Dames de Jeanne Bourrin, pardon. Donc là, c'était en livre de poche. Voilà. Hein. Donc je vous dis à la semaine prochaine, et puis portez-vous bien.